Bonjour à tous, bienvenue dans cette visioconférence sur l'achat d'un bien immobilier. Cette conférence est réalisée en partenariat avec l'entreprise Movadom, Movadom Alliés, Adapsia, Familizen, Travelage, Destination Multimédia. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. Donc, ces visioconférences sont organisées par Gwendoline Cotrez de Movadom. Nous allons maintenant faire les petites présentations. Donc, moi, je suis Pascal Macias. Je suis le gérant de l'entreprise Movadom Alliés. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier. Je réalise également les déménagements et je fais des conférences à destination des seniors sur le département de l'Allier. Vous pouvez vous inscrire à nos prochaines visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. Je serai votre hôte pour cette visioconférence. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai et j'interpellerai Pascal pour y répondre si elles sont opportunes. Et maintenant, je vais te laisser la main et je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc Pascal, la seconde Pascal de la conférence. Je suis home organizer, professionnelle de l'organisation. J'interviens dans le Val d'Oise, sur Paris, la région parisienne et à distance sur toute la France. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'interviens aujourd'hui alors que je suis home organizer. C'est que j'ai été pendant plus de 20 ans clerc de notaire habilité spécialisée en immobilier. Donc des signatures d'actes de vente et d'acquisition. Je n'ai pas fait le calcul du nombre en 20 ans que ça peut représenter, mais c'est un nombre important. Donc aujourd'hui, je travaille toujours en partenariat avec des notaires et des agents immobiliers. Voilà pour la présentation aujourd'hui. Est-ce que tu prends la main sur la visioconférence? D'accord. Voilà. Alors là, c'est bon, ça fonctionne. On a le plan. C'est parfait. Là, on est sur le slide 4, acheter un bien immobilier. Ok, et ben c'est parfait parce que c'est le thème de la conférence de la journée. Aujourd'hui, nous allons voir comment procéder à la recherche du logement, le financement du logement par un emprunt, car j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Nous allons voir également la phase de l'avant-contrat, ce qui se passe entre l'avant-contrat et la vente, la signature de l'acte authentique de vente, et ensuite il y aura un temps pour répondre à toutes vos questions. Comme vous l'a dit Pascal tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Pascal pourra m'interrompre ou alors on fera le point à la fin de la conférence pour répondre à toutes vos questions. Certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté à la conférence que j'ai faite en visio au mois de juillet sur la vente du logement. Si vous avez besoin, vous pouvez la revoir en replay. Et puis si vous l'aimez, vous pouvez mettre un petit pouce. Voilà, j'aime. Aujourd'hui, acheter un bien, on va voir les différences parce que ce n'est pas la même chose, on n'est pas sur le même créneau. Donc, on va s'intéresser vraiment plus particulièrement à la position de l'acheteur immobilier. Donc aujourd'hui, l'objectif de la conférence, c'est de vous préparer au mieux à l'achat de votre futur logement, que vous en connaissiez les différentes étapes. Le sujet est vraiment très dense. Chaque point pourrait faire l'objet d'une conférence à lui seul. Alors, commençons par le traditionnel quiz. Première question, avez-vous établi une liste des questions à poser lors de la visite du logement? Est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle la petite checklist avec point par point une liste mémoire des questions à poser? Si vous avez répondu oui, vous pouvez noter un point. Seconde question aussi d'importance, avez-vous défini votre budget? Est-ce que vous êtes allé voir votre banque? Si la réponse est oui, vous pouvez noter un point. Troisième question, l'acquéreur peut se rétracter une fois l'avant-contrat signé. Si vous pensez que la réponse est oui, vous notez un point. À défaut, vous ne notez pas de point. Et dernière question pour aujourd'hui, la lecture du dossier de diagnostic technique est-elle importante? Notez un point si vous pensez que la réponse est oui.
Alors, le calcul des points aujourd'hui va être vite fait. Vous pouvez noter dans la barre de conversation le nombre de points que vous avez. 3 points, c'est très bien. Le projet est déjà bien identifié. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vérifier. Parfait, Catherine. On va essayer de vérifier et de passer en revue les différentes étapes. Quelques chiffres pour commencer. En moyenne, on change 5 fois de logement au cours de sa vie, que ce soit en location ou à l'achat. Donc on voit qu'on n'est plus sédentaire et qu'on bouge de son logement un certain nombre de fois. 86% des personnes âgées de 65 ans et plus trouvent qu'acheter un bien immobilier pour y habiter est enthousiasmant. Donc déménager est intéressant. Et 50% des mêmes personnes trouvent que déménager est angoissant. Donc ce projet immobilier de déménager est enthousiasmant et en même temps peut cristalliser certaines peurs pour certains. Les raisons du changement de logement, les motivations des seniors pour changer de lieu de vie sont diverses et variées. Parfois, vous les prévoyez depuis de longues dates, parfois c'est des contraintes de la vie qui vous imposent de déménager. Le déménagement intervient toujours dans des périodes charnières de la vie, souvent le départ en retraite est le déclencheur. Il y a aussi la soif de nouveaux horizons, la perte malheureusement du conjoint, la baisse des revenus qui est liée à la retraite, des problèmes de santé, des problèmes d'isolement. On passe aussi d'une maison à un appartement, d'un grand logement à un plus petit. On veut aussi se rapprocher des commodités, des moyens de transport, des médecins, de la famille. Aujourd'hui, on veut rester le plus longtemps possible dans son logement. Définir les critères. Ah, alors excusez-moi, parce que ça met un peu de temps à charger. Définir les futurs critères de son logement est important. Excusez-moi, c'est juste un petit peu long. Il va falloir définir le portrait robot de votre prochain logement. À quoi il devra ressembler? Est-ce que vous voulez qu'il ressemble à une maison, un appartement? Est-ce que vous voyez plutôt habiter en ville, à la campagne? Est-ce que vous avez déjà réfléchi si vous voulez plutôt un logement dans l'ancien, un logement dans le neuf? Alors dans le neuf, les avantages sont nombreux. Vous n'avez pas de travaux évidemment à prévoir pendant plusieurs années. Le confort thermique et acoustique sera présent, ce sont les nouvelles normes. Et il y a aussi ce qui est prévu, l'accessibilité PMR pour les personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, les frais de notaire sont réduits 2 à 3% au lieu de 7 à 8% en général. Mais attention, en contrepartie, le plus souvent, le prix au mètre carré est plus important et il faut évidemment patienter le temps de la construction. Il existe aussi un dernier critère auquel vous n'avez peut-être pas encore pensé, mais qui se développe de plus en plus, ce sont les résidences senior services. Alors, c'est à ne pas confondre avec les maisons de retraite médicalisées. La résidence senior service est réservée aux personnes autonomes. C'est un logement collectif classique avec des services. Vous avez de l'animation, du lien social, le ménage, la restauration, la salle collective. Vous avez des sécurités en plus qui sont prévues, des barres d'appui, boutons d'appel d'urgence, et il y a souvent un concierge ou un gardien sur place. Quels sont vos critères essentiels à la définition de votre futur logement? Est-ce que c'est l'emplacement, la localisation? Attention, parfois ce qui vous plaît en vacances et ce qui peut être sympathique ne l'est pas forcément hors saison. Donc faites bien attention à ça. Regardez la superficie dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une proximité avec les commerces, la proximité avec les transports en commun. Vérifiez aussi ce dont vous avez besoin, si vous avez besoin d'un ascenseur, d'un appartement, d'un logement de plein pied, si vous souhaitez quelques équipements de confort, comme une douche à l'italienne, un visiophone, des volets roulants électriques par exemple. La liste peut être très longue, c'est vous qui la définissez.
Ce que vous allez devoir également définir, c'est votre budget, bien évidemment. La définition du budget, ça va être la définition de votre apport personnel. N'oubliez pas de garder quand même un peu votre argent à côté. Ne mettez pas tout dans l'appartement ou dans la maison. Gardez-en pour les imprévus. Le bien immobilier à vendre, si vous avez un bien immobilier, que ce soit une résidence principale ou une résidence secondaire, pensez à le faire estimer. Et puis, regardez les possibilités d'emprunt. Allez voir votre banque. On va voir ça dans quelques instants. À ce budget, il faudra prévoir également le budget, en plus du prix, tous les frais annexes que vous allez avoir. Donc, il y aura les frais d'acquisition, ce qu'on appelle à tort les frais de notaire. Vous aurez également des frais pour l'entretien de votre logement. Prévoyez également le ménage, le jardinage, car en plus de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect physique, l'aspect pratique, de la fatigue. Les travaux, prévoyez un budget éventuellement pour les travaux à court, à moyen ou à long terme. Il y aura peut-être un ballon d'eau chaude à changer, un ravalement, la réfection de la toiture. À ce moment-là, pensez bien à faire des devis par des professionnels. Demandez également le montant de la taxe foncière, car tout ça sera ajouté au prix d'acquisition. Ensuite, mon conseil sera de visiter plusieurs biens. Comme je vous le note, visiter, visiter et visiter encore. Ce n'est pas du temps perdu. Vos critères vont s'affiner. Il est rare de trouver le logement idéal au prix voulu dès la première visite. Et si vous le trouvez, si vous n'avez pas fait d'autres visites, vous risquez d'hésiter car vous n'aurez pas de point d'interrogation, de comparaison, pardon. Ne visitez pas en mode touriste. Ayez l'œil, arrivez en avance au rendez-vous. Discutez avec les commerçants, les voisins, s'il y en a. Imprégnez-vous du quartier. Préparez également votre visite. Faites une liste des points à regarder. C'était l'objet de ma question dans le quiz. C'est vraiment très important. Vous pouvez indiquer dans votre liste, par exemple, de penser à vérifier l'exposition, la luminosité, le nombre de chambres, la taille des pièces, s'il y a déjà des travaux réalisés et des travaux à prévoir, l'année de construction, vérifier l'isolation, demandez, renseignez-vous comment échauffer le logement, combien ça coûte. Voilà, vous avez une liste de critères, s'il y a un jardin, un balcon, une terrasse, une cuisine équipée, une cuisine ouverte sur le salon. Enfin bon, ça c'est vraiment à vous de définir quels sont les critères que vous souhaitez. Notez tout à la fin de la visite en rentrant chez vous, car à ce moment-là, vous avez encore tout en mémoire et ça pourra vous être utile si vous avez un choix à faire, si vous hésitez entre plusieurs biens. Prenez des photos, après avoir demandé évidemment l'accord de l'agent immobilier ou de votre vendeur. Faites-vous accompagner. On ne voit pas tous la même chose. On se rend compte à la fin d'une visite qu'une personne va avoir vu quelque chose et une autre chose. Si le bien vous plaît, faites une seconde visite, une troisième visite pour vous en assurer, pour compléter vos interrogations si vous avez encore des questions à poser. Recueillez le maximum d'informations. Demandez à votre vendeur pourquoi il vend. Renseignez-vous depuis combien de temps le bien est en vente. Si le bien est en vente depuis 6 mois, voyez, essayez de voir quelles sont les raisons qui pourraient faire que cette maison ne se vende pas. Si ça se trouve, le prix était tout simplement trop cher, parce que le vendeur l'avait mis trop cher. Si ça se trouve, il y a peut-être des défauts cachés que vous n'avez peut-être pas vus de prime abord. Autre conseil d'importance, mettez des alertes sur les sites internet. Se loger de particulier en particulier, Le Bon Coin, il y a énormément de sites internet. Recevoir les alertes en priorité vous permet de visiter en priorité, donc de faire une offre en priorité. C'est important, surtout en ce moment où le marché dans de nombreuses régions est tendu. Je vous confirme que ça fonctionne. Ça a déjà fonctionné à 2 reprises pour moi. Donc c'est vraiment important. N'hésitez pas à le faire. Même si vous n'êtes pas encore en phase de recherche active, vous pouvez comme ça commencer à sonder le marché, voir
Si vous souhaitez acheter une maison, quelles sont les maisons dans la ville, dans le quartier, s'il y en a beaucoup en vente ou pas. Pareil pour les appartements. Le choix de passer par une agence immobilière vous appartient. Mais parfois, vous n'avez pas le choix. Si le bien est en exclusivité, évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par une agence immobilière. Certains font le choix de ne pas passer par une agence, mais cela ne se justifie pas toujours, car le vendeur, l'agent immobilier, pardon, connaît bien la situation du vendeur. Il sait aussi s'il y a une marge de négociation. Et parfois, l'agence va pouvoir négocier là où vous n'auriez peut-être pas osé le faire. Par ailleurs, le vendeur qui ne passe pas par une agence a tendance, 90% du temps, à augmenter son prix du montant de l'agence immobilière. Ensuite, il y a des sociétés qui se développent, des agents immobiliers spécialisés pour les seniors, avec une sélection de logements adaptés et des aides au déménagement qui sont proposées. Quand vous allez trouver un bien, vous allez devoir analyser ce qu'on appelle le dossier de diagnostic technique. Ce dossier de diagnostic technique est assez volumineux dans certains cas. La liste des diagnostics est longue, la lecture peut être fastidieuse, mais c'est vraiment une grande source de renseignements. Si vous avez un doute, si vous avez des questions sur ces diagnostics, si vous ne comprenez pas forcément toujours des formulations, n'hésitez pas à appeler directement le diagnostiqueur. Alors, qu'est-ce que nous allons retrouver dans ce dossier de diagnostic technique? Nous allons retrouver un diagnostic amiante qui concernera tous les biens construits avant 1997. Il y aura aussi un diagnostic électrique et gaz pour toutes les installations qui ont plus de 15 ans. Il y a aussi un constat des risques d'exposition au plomb pour tous les vieux logements qui ont été construits avant 1949. Vous allez également avoir un état parasitaire. Ça, c'est ce qui concerne les termites. C'est seulement dans les régions ou dans les communes qui ont été indiquées par le préfet. Donc, ce ne sera pas obligatoire dans toutes les communes. Ensuite, ce qu'on retrouve dans tous les diagnostics, ce sont les diagnostics de performance énergétique. C'est un diagnostic, vous allez voir, ça se présente avec des lettres de A à G, du vert au rouge, comme quand vous achetez un réfrigérateur, une voiture, du plus performant au moins performant. Il sert en fait, ce diagnostic, à détecter les passoires énergétiques. Il y a une nouvelle version du diagnostic de performance énergétique qui devrait être plus performant, parce que l'ancien était pas très performant, est sorti au 1er juillet de cette année, donc il est en train de remplacer tous les anciens diagnostics. Nous retrouvons aussi dans ce fameux dossier diagnostic technique l'état des risques et pollutions qui, comme son nom l'indique, va vous donner une liste des risques potentiels, qui va vous renseigner sur les risques de mouvement de terrain, les risques d'inondation, de sismicité, de pollution des sols. La mérule, alors la mérule, c'est un champignon lignivore qui s'attaque au bois. C'est impressionnant, il n'y a rien à faire quand un endroit de la maison est attaqué par la mérule, il faut enlever ce morceau. Donc c'est vraiment très important. Comme les termites, ça ne concerne que les logements dans un secteur défini par le préfet. Ensuite, l'état de l'installation d'assainissement non collectif. Je vous l'ai indiqué, il n'est pas dans ce dossier de diagnostic technique, il est à part, mais il est très important quand il y a une fosse septique. Ce diagnostic est indispensable. Voilà, on va vérifier que la fosse septique fonctionne bien. À ce dossier de diagnostic technique, il y a également un dossier qui va être très important si vous achetez un logement en copropriété. Vous avez un certain nombre de pièces. Là aussi, ça va être un dossier assez volumineux. Vous avez le pré-état daté. Vous allez avoir aussi les procès-verbaux des assemblées générales, le carnet d'entretien de la résidence. Vous allez obtenir également les règlements de copropriété et état descriptif de division. Alors, tout ça, ça peut paraître fastidieux aussi, mais ça vous permet de déterminer le montant de vos futures charges,
de vérifier les travaux qui ont déjà été effectués et ceux à venir. Voilà, peu importe ce que vous a dit le vendeur, au moins là, vous êtes sûr de ce qui est à réaliser et puis vous allez pouvoir également détecter d'éventuels problèmes dans la copropriété. Faites-vous aider par le notaire, par l'agence immobilière s'il y en a une, appelez le syndic si vous avez des questions, car la lecture est parfois difficile, ardue, les documents sont nombreux, on ne sait pas toujours ce qui est important, ce qui n'est pas important, mais vraiment, cette lecture est essentielle. Une fois que vous avez trouvé votre logement, que vous avez trouvé les critères importants, il va falloir aussi définir le budget comme on vient de le voir. Il va falloir financer son logement si vous n'avez pas un apport personnel suffisant pour acheter votre appartement ou votre maison comptant. Alors, théoriquement, il est possible de souscrire un prêt immobilier à tout âge. Mais si vous avez déjà essayé, si vous êtes déjà renseigné, dans la réalité, c'est bien différent à partir du moment où on a un certain âge. Alors, un agent immobilier m'a confirmé très récemment, il y a 15 jours, même pas, qu'une de ses clientes de 65 ans avait réussi à obtenir un prêt sur 15 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là avait de l'apport et un bien à revendre. Si vous n'avez pas d'apport, évidemment, ça risque d'être plus compliqué d'obtenir un prêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques n'aiment pas les risques, comme les assurances. La fin du prêt doit intervenir au plus tard à vos 80 ans. Sachant que la moyenne des crédits est de 20 ans, on comprend qu'il est plus difficile d'obtenir un crédit après 60 ans. Donc si vous avez un crédit sur 5-10 ans, ça serait vraiment très bien. On sait aussi tous, malheureusement, qu'avec l'âge, le risque de maladie, d'invalidité, de décès augmente, c'est statistique, ce qui implique que vous allez avoir une assurance de prêt beaucoup plus chère et donc vous pouvez dépasser beaucoup plus facilement le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux au-delà duquel la banque ne peut pas prêter, même si les taux aujourd'hui sont très faibles. Et puis, vous risquez également, avec le taux de l'assurance, de dépasser le taux d'endettement de 33%. Ce que votre banquier va regarder, c'est le montant que vous empruntez, sa durée. Il va regarder également votre âge, votre état de santé, votre capacité d'endettement, le montant de votre apport personnel. Et évidemment, il va regarder si vous n'avez pas eu de soucis d'endettement trop fort au préalable et si vous n'avez pas été fiché, évidemment, Banque de France. Alors, quelle solution s'offre à vous si vous souhaitez emprunter ? Il y a évidemment le prêt classique, on vient de voir, vous allez voir votre banque, vous demandez à votre banquier qu'il vous fasse un prêt de la durée la plus courte possible. Le prêt relais, ça concerne les personnes qui ont un prêt immobilier, résidence principale, résidence secondaire à revendre. Vous avez peut-être déjà trouvé le logement qui vous convient, mais vous n'avez pas encore vendu votre logement. Vous ne souhaitez pas faire de déménagement, donc le prêt relais peut être une bonne solution. En fait, la banque va vous faire une avance pour financer partiellement le nouveau bien immobilier. La durée de remboursement va être de 1 an, 2 ans au maximum, et la banque prête moins de 70% de la valeur de votre bien immobilier actuel. Ça peut paraître la bonne solution quand vous avez un prêt immobilier, quand vous avez un bien immobilier, mais on s'aperçoit que très souvent, les banques refusent d'accorder un prêt relais à une personne d'un certain âge. Pourquoi ? Toujours le plus souvent en raison des assurances et que les assurances imposent également des âges limites pour certaines garanties, notamment pour le prêt relais. Une autre solution qui peut être intéressante, ce sont le nantissement d'un contrat d'assurance vie, le nantissement d'un plan d'épargne action, le nantissement d'un compte titre. Si vous avez des sommes importantes sur votre contrat d'assurance vie, la banque peut envisager cette possibilité de nantissement pour vous faire un prêt. Ensuite, vous avez 2 prêts que je vous ai mis en italique. Ce n'est pas par hasard, c'est qu'il existe un prêt viager hypothécaire, un prêt hypothécaire cautionné. Là aussi, en théorie, ça peut paraître très bien, il y a des avantages et des inconvénients évidemment, mais malheureusement, aucune banque en France ne les commercialise.
Donc c'est bien dommage, ça existe, mais ce n'est pas commercialisé. Comme je vous le disais tout à l'heure, les banques et les assurances n'aiment pas prendre de risques. Concernant justement les assurances, si l'assurance de votre banque vous refuse de vous assurer, ou si cette assurance est vraiment trop chère, vous avez la possibilité de faire une délégation d'assurance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire jouer la concurrence en allant voir d'autres sociétés d'assurance. Il existe aussi la convention AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé pour les personnes avec des antécédents médicaux importants qui vous permet de vous assurer jusqu'à 70 ans en respectant certaines conditions. Donc ça peut vraiment être intéressant pour certains. Mes conseils, allez voir votre banquier, allez voir d'autres banques, allez voir aussi un courtier qui pourra vous orienter vers les banques les plus susceptibles de vous accorder un prêt. Il a l'habitude, donc il connaît les banques qui vont plutôt prêter aux seniors. Ça vous évitera aussi de perdre du temps. Une fois que vous avez défini vos critères, que vous avez défini votre budget, vous allez peut-être, et je vous le souhaite, trouver rapidement le bien de vos rêves. Le bien, en tout cas, qui réunit tous vos critères. À ce moment-là, vous allez faire une offre d'achat à votre vendeur. Si l'offre d'achat est faite au prix, la vente est faite. Si l'offre d'achat est faite à un prix inférieur, soit votre vendeur refuse, il n'y a pas de vente. Votre vendeur peut également vous faire une proposition. À ce moment-là, vous voyez si vous l'acceptez ou non. Et votre vendeur, s'il vous fait une offre et que vous l'acceptez, la vente à ce moment-là est conclue. Ce qui est bon à savoir et ce qui peut parfois faire un petit peu peur quand on s'engage sur une offre d'achat, c'est que cette offre d'achat vous engage moralement. Mais juridiquement, vous ne serez définitivement engagé qu'après la signature de l'avant-contrat. Et donc après l'expiration du délai de rétractation, le fameux délai de rétractation SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, dont vous avez peut-être entendu parler et qu'on va revoir également tout à l'heure. Vous avez trouvé le bien, vous allez peut-être aussi vous poser la question du choix du notaire. Alors évidemment, on pose souvent la question du choix du notaire. Quel notaire choisir? Est-ce que c'est vraiment important? Alors, le notaire a un rôle de conseil et d'accompagnement. Il va également vérifier tous les documents administratifs juridiques. C'est vraiment lui le garant juridique de votre acquisition. Il faut savoir que le notaire n'est pas un avocat. Un seul notaire devrait suffire, mais il arrive que chaque partie ait son propre notaire. Un notaire de famille, un notaire qu'on vous a conseillé. Aucun souci, les notaires respectent des règles déontologiques, le travail et leurs émoluments, c'est-à-dire la somme qu'ils vont percevoir, sont répartis entre eux. J'en profite pour vous préciser que les frais d'acquisition sont à la charge de l'acquéreur. Et même s'il y a deux notaires, comme les notaires se répartissent le travail et leurs frais entre eux, ça ne vous coûtera pas plus cher. La signature de l'avant-contrat se profile. On vous a peut-être parlé de promesses de vente, de compromis de vente. Pourquoi de termes? Pour vous, ça ne va pas avoir une grande influence. Vous n'allez peut-être même pas avoir le choix. Si vous passez par agence, vous signerez un compromis de vente. Si vous passez par notaire, certains notaires font signer des compromis et d'autres des promesses de vente. La différence est juridique. Le compromis de vente est une vente sous condition. Et dans la promesse de vente, il y a un promettant qui promet de vendre à un bénéficiaire et ce bénéficiaire a la possibilité ou non de lever l'option. Si vous me posez la question, je préfère la promesse de vente, mais les discussions juridiques sont infinies et peuvent durer très longtemps sur le choix de l'un ou l'autre. C'est vraiment une question de juriste. L'avant-contrat est très important. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un contrat primordial. C'est lui qui pose toutes les conditions de la vente. Donc un avant-contrat bien rempli, bien vérifié est le socle vraiment d'une bonne acquisition. C'est indispensable pour éviter toute mauvaise surprise. Par la suite, c'est vraiment un gage de sécurité. Alors, si vous vous intéressez à l'acquisition, vous avez peut-être
aussi entendu parler de dépôt de garantie ou d'indemnité d'immobilisation? Alors On là, a une question sur l'argent, justement, sur les frais de notaire. Est-ce que oui. tu peux en dire un petit mot? Alors, est-ce que c'est une question? Alors, j'ai pas la barre, donc je regarde. Alors, le pourcentage des frais de notaire. Le pourcentage des frais de notaire, dans l'ancien, c'est 2 à 3 dans l'ancien, c'est 7 à 8 pardon. Dans le neuf, c'est 2 à 3 Plus vous achetez cher et plus ce pourcentage diminue. Donc, si vous achetez un bien à 100 000 ou un bien à 1 million, on vous donne entre 7 et 8 parce qu'il y a des frais qui sont incompressibles. Par exemple, les frais pour demander des pièces d'urbanisme, pour demander un état hypothécaire et tout un tas de documents sont en fixe. Donc, évidemment, le pourcentage va diminuer, plus le montant est important et les barèmes des notaires diminuent aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le barème est national. Donc, prévoyez pas d'appeler 15 notaires parce que globalement, tous les notaires vont vous proposer le même tarif. Ce qui va changer, en fait, c'est le montant de la provision sur frais qu'ils vont vous demander à 100, 200 euros près. Ça va rester à peu près pareil. Donc vraiment, le choix du notaire, ne faites pas sur les frais parce que c'est toujours une provision sur frais qui va être indiquée. Et par la suite, une fois que la signature va être effectuée, le notaire vous enverra votre titre de propriété et en même temps, il vous enverra, alors j'allais dire un chèque, mais maintenant c'est plus des virements, un virement avec le trop perçu. Donc oui, il peut y avoir des petits frais différents entre certains notaires, mais vraiment, allez voir le notaire qui vous inspire le plus confiance et qui vous a été éventuellement recommandé, le notaire de la famille. Voilà, est-ce que Cathy, ça répond à vos questions, à votre question sur le pourcentage des frais? Alors, pour Cathy, OK, parfait, merci. Alors, on a une autre question pour Régine qui a déjà essayé les courtiers. Le taux d'assurance appliqué à 63 ans est rédhibitoire. Et Ouais, voilà. on a eu plusieurs questions sur les prêts bancaires pour les personnes de plus de 60 ans. On reviendra peut-être là-dessus à la fin pour partage d'expérience. Voilà, partage d'expérience, parce que c'est vraiment ce que je vous disais. En théorie, le taux ne varie pas, le taux du prêt ne varie pas trop avec l'âge, mais c'est vraiment le taux de l'assurance. Et le taux de l'assurance va faire exploser votre taux d'endettement et le taux d'usure aussi, au-delà duquel on ne peut pas prêter. Donc je sais que c'est vraiment, vraiment un souci. Et comme je vous le disais, les deux autres prêts ne sont pas commercialisés en France. Bon, ils n'avaient pas que des avantages, parce qu'on hypothéquait la maison et au décès, on devait vendre la maison, mais de toute façon, les banques ne les proposent pas. Donc, je vous propose en effet, après, parce que je ferme la barre de tâches, de conversation. Pascal, n'hésite pas à m'arrêter s'il y a d'autres questions. Pas de souci. Et on revoit donc ces questions, parce que je sais que ça intéresse beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas de solution miracle pour l'emprunt après 60, voire 65 ans, notamment concernant les assurances, à part éventuellement voir s'il y avait des risques de maladie, la convention ARAS. Voilà, pour le dépôt de garantie, l'indemnité d'immobilisation. Dépôt de garantie, ça s'applique au compromis de vente. Indemnité d'immobilisation, ça s'applique à la promesse de vente. C'est une somme qui est versée au moment de la signature de l'avant-contrat. C'est une garantie d'engagement de votre part et c'est une sécurité financière pour votre vendeur, ça le rassure. Cette somme est séquestrée chez le notaire et personne n'y touche sans aucune autorisation. Voilà. En région parisienne, il faut savoir que ce montant est entre 5 et 10% du prix. Bon, plutôt 5%, parce que les prix en région parisienne sont quand même très importants. Si vous avez moins, c'est vraiment une négociation avec votre vendeur. Sachez qu'en province, en principe, c'est zéro. Vous n'avez pas de dépôt de garantie ou d'indemnité d'immobilisation à verser. Ça, c'est vraiment les pratiques qui sont différentes. Une fois que vous allez avoir signé l'avant-contrat, dans l'avant-contrat, vous allez devoir également définir un certain nombre de conditions suspensives. Ces conditions suspensives, si vous avez la possibilité d'emprunter, c'est l'obtention d'un crédit. Il va y avoir également des conditions suspensives relatives à l'urbanisme. Évidemment, si le notaire s'aperçoit en posant la question à la mairie et aux services concernés qu'il y a un arrêté de péril sur le logement que vous voulez acheter, vous ne pourrez pas l'acheter.
Le notaire va également purger le droit de préemption de la mairie, savoir si la mairie veut acheter le logement à votre place ou pas. Il n'y a pas de droit de préemption dans toutes les communes. S'il y a un locataire en place, on peut lui proposer également dans certaines conditions d'acheter l'appartement qu'il occupe. Le notaire va également demander un état hypothécaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de particularité, qu'il n'y ait pas d'inscription d'une hypothèque supérieure au prix de vente. Hein. Si vous achetez 100 et qu'il y a une inscription d'hypothèque à 110, il va falloir déjà contacter la banque ou la personne qui inscrit cette inscription pour demander son accord. Voilà, s'il y a une saisie, voilà, il faudra d'abord se mettre d'accord avec les créanciers. Ce n'est pas impossible de vendre, mais parfois, les délais sont beaucoup plus longs pour pouvoir acheter. Et puis, le notaire va vérifier qu'il n'y ait pas de droit réel. Alors, les droits réels, ça pourrait être une servitude que votre vendeur avait oubliée sciemment ou consciemment. Voilà. En fait, on va vérifier dans ces conditions suspensives qu'il n'y ait pas d'obstacle à votre acquisition. Donc ça, c'est vraiment le rôle du notaire qui va vérifier tous ces points. Le fameux délai de rétractation SRU, solidarité et renouvellement urbain. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à l'acquéreur. Le vendeur, lui, n'a pas de possibilité de se rétracter. Il signe le compromis ou la promesse, il est engagé. Donc, vous, en tant qu'acquéreur, vous avez toujours cette faculté de rétractation. Ça s'adresse à qui? À un particulier. Si vous êtes une société, vous n'avez pas de délai de rétractation. Ça s'adresse au logement à usage d'habitation. Si vous achetez un local commercial ou si vous achetez un parking, vous n'avez pas cette faculté de rétractation. Ce délai de rétractation est de 10 jours. Il commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée qui va vous être adressée. Lettre recommandée qui peut être électronique de plus en plus maintenant, ou de la remise en main propre le jour de la signature. On va vous remettre quoi? On va vous remettre l'avant-contrat, toutes ses annexes et toutes les pièces obligatoires, c'est-à-dire le pré-état daté, les diagnostics techniques, le règlement de copropriété. Vous avez possibilité de vous rétracter sans aucune justification dans ce fameux délai. Et donc, pour rappel, l'offre de prêt ne vous engage pas, à part moralement. Évitez évidemment pour tout le monde de faire des offres de prêt et de signer des compromis si vous n'êtes pas sûr. Je ne vais pas vous dire à 100%, parce que parfois on peut découvrir au moment de la signature certaines informations dont on n'était pas au courant. Donc on peut à ce moment-là signer la promesse ou le compromis et ensuite réfléchir en se disant non, voilà, avec ce que je viens d'apprendre, je ne souhaite plus acquérir. Donc à ce moment-là, respectez bien le délai de 10 jours qui vous est offert légalement. Si vous souhaitez acheter un logement à deux, à plusieurs, en indivision, si vous souhaitez également acheter en démembrement de propriété, c'est-à-dire une partie en usufruit, une partie en nue propriété, si vous souhaitez acheter en SCI, prenez contact avec votre notaire dès le début, bien avant la signature de l'avant-contrat, parce qu'il pourra vous faire connaître les règles en la matière, on ne peut pas tout faire, et il vous indiquera également les proportions d'acquisition. Entre l'avant-contrat et la vente, c'est l'acquéreur, vous et le notaire qui ont du boulot du point de vue de la paperasse. Votre vendeur, lui, il a déjà a priori tout fait. Il va préparer aussi son déménagement de son côté. Un déménagement, c'est toujours un moment de stress pour tout le monde, mais c'est aussi l'occasion de faire un bon tri. Donc là, c'est l'experte en tri en désencombrement qui vous parle. C'est l'occasion de vous débarrasser de tout ce qui est superflu, ce qui vous rappelle de mauvais souvenirs. Et puis le plus souvent, vous allez partir dans un logement plus petit. Donc il faut vraiment, et j'insiste dessus, vous préparer à l'avance à votre déménagement. Préparer votre déménagement, c'est en même temps bien prévoir votre emménagement. Ça sera d'autant plus facile quand vous allez entrer dans votre nouveau logement. Alors, pour vous aider, il y a eu d'autres conférences Movadom sur le déménagement et moi je vous prépare également des conférences sur comment ranger son salon, sa salle à manger, comment ranger sa chambre. Donc déjà, si votre chambre est rangée, votre salon et votre salle à manger est rangé, ça sera plus facile pour faire les cartons parce que normalement vous ne garderez que l'essentiel.
Et puis au mois de décembre, il y aura également une conférence sur moins mais mieux ou l'art du minimalisme. Alors, c'est pas du tout vous débarrasser de tout et garder juste une table et 4 chaises. C'est le minimalisme qui vous convient à vous, c'est garder l'essentiel qui vous convient à vous. Voilà. Autre point bien important qui intéresse tout le monde, que ce soit le vendeur, l'acquéreur, ce sont les délais pour la signature de la vente. Une fois qu'on a signé l'avant-contrat, c'est le jour J, on a vu que vous aviez le délai de rétractation, et ensuite, il y a le délai de réalisation des conditions suspensives. Et notamment, si vous avez la possibilité de mettre en place un prêt, vous avez un délai de 2 mois qui va vous être octroyé. Le délai minimum légal, c'est 30 jours. Mais maintenant, on ne met plus 30 jours pour obtenir une offre de prêt. On met 60 jours parce qu'on sait très bien que les banques ont du mal à vous délivrer la fameuse offre de prêt, notamment s'il y a des délégations d'assurance, si votre dossier est un peu compliqué à mettre en place. Donc 2 mois pour obtenir son offre de prêt. Ensuite, vous ne pouvez pas accepter votre offre de prêt avant un délai de 11 jours. Et ensuite, il y a un petit délai pour que la banque débloque les fonds. Donc, on arrive très facilement à 2 mois et demi, 3 mois. Si la mairie a un droit de préemption, elle peut utiliser son délai de 2 mois pour répondre. Donc, on voit qu'une signature à environ 3 mois est vraiment un délai minimum s'il y a un droit de préemption et une offre de prêt. Ça peut être un délai plus court si jamais vous n'avez pas de prêt, que vous achetez comptant et si la mairie n'a pas de droit de préemption, là, ça peut être réduit. Mais en principe, comptez 3 mois, même comptez peut-être un petit peu plus, notamment si vous avez un prêt relais, essayez de négocier avec votre vendeur pour faire une vente un petit peu plus longue, pour que vous, ça vous laisse le temps également de déménager. La signature de l'acte d'achat. Juste avant la vente, demandez à revisiter le bien. Pourquoi? Pour vérifier que le vendeur a bien déménagé, que le bien est vide, qu'il n'y a plus aucun meuble, qu'il n'y a plus aucun carton. Parce que de temps en temps, on s'aperçoit que le vendeur a laissé certaines choses. Donc là, s'il reste trop de choses, si le garage n'a pas été vidé, vous demandez avant la signature que tout soit vidé. Vérifiez également qu'il n'y a pas eu de dégâts des eaux, qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Vérifiez que tout est bien à sa place, que le vendeur n'est pas parti avec les radiateurs. Bon, ça arrive, c'est du vécu. N'est pas parti avec les robinets, les poignées de porte. Voilà. Vérifiez que le logement n'est pas squatté, ce que vous achetez en l'état. Concrètement, vous n'avez pas de recours contre votre vendeur, sauf si vous avez sciemment caché des vices et que vous arriviez à le prouver. Voilà. Pour les vices apparents, ceux que vous pouvez voir, il n'y a pas de garantie, et ceux que le vendeur ne connaissait pas, il n'y a pas de garantie non plus. Et c'est vraiment l'occasion, cette visite, de recueillir les dernières informations auprès du vendeur, à quoi correspondent toutes les clés, comment fonctionne la chaudière, comment fonctionne l'alarme. N'oubliez pas également de vous assurer, c'est très important parce que dès que vous signez, vous êtes propriétaire et donc c'est votre assurance. Évidemment, je ne vous souhaite pas qu'il vous arrive quelque chose la première journée ni les premiers jours, mais vous devez impérativement être assuré. Le jour de la signature de la vente, vous allez devoir verser le prix de vente, évidemment, sauf si c'est dans le neuf, là c'est échelonné. Vous allez devoir verser les frais d'acquisition et s'il y a une agence, la commission d'agence. S'il n'y a pas ce versement-là, il n'y a pas de signature. En plus, prévoyez votre chéquier pour rembourser au vendeur, ce qui est conventionnel, mais ce qui est prévu à 99%, le prorata de la taxe foncière. Si vous êtes en copropriété, il y aura également le prorata des charges, éventuellement un fonds de roulement, un fonds de travaux à rembourser. Tout ça, c'est conventionnel, mais c'est souvent ce qui est prévu. Le vendeur va vous remettre les clés. Ça y est, vous êtes propriétaire. Vous pouvez emménager et faire les travaux. Le notaire, à ce moment-là, va vous remettre une attestation de propriété, une feuille qui va justifier que vous êtes bien propriétaire en attendant de recevoir votre titre définitif de propriété. Mes conseils, organisez-vous dès que votre décision est prise. Définissez un planning quand vous avez trouvé votre logement et même un rétro-planning. Entourez-vous, faites appel à des professionnels,
N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions idiotes. Et faites le tout dans la joie et la bonne humeur. Parce que comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment très stressant, un déménagement. Et donc, si vous gardez le sourire, ça passera beaucoup plus facilement, même si des fois c'est un petit peu plus compliqué et source de stress, de tout emballer, de tout prévoir, de monter son prêt, de faire des visites. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de sources de stress, mais essayez d'aborder tous ces points au fur et à mesure, de vous organiser, de faire des listes pour ne rien oublier et pour essayer de vivre cette étape le plus sereinement possible. Voilà. Si vous avez envie d'un déménagement serein et efficace, si vous avez envie d'optimiser votre emménagement, de vous débarrasser du superflu, de repartir sur de bonnes bases dans votre nouveau logement, si vous avez envie d'une personne à l'écoute de vos attentes, respectueuse de vos envies, vous pouvez me contacter. Je vous ai mis mon site internet www.essentiel-ctse.fr. Vous pouvez également aller donc, sur mon site, voir les réseaux sociaux, vous verrez, ça peut être amusant, il y a des petites photos des avant et des après sur ce qu'on peut réaliser à l'occasion d'un déménagement, ou même si vous avez envie de vous sentir mieux dans votre cuisine, si votre garage déborde. Voilà. Et pour toutes les personnes qui suivent cette conférence avec le code MOVADOM 2021, la première heure est offerte. Voilà, les devis sont gratuits et sans engagement, donc n'hésitez pas à me téléphoner, à me contacter par mail pour que nous puissions échanger sur vos souhaits et sur vos besoins. Voilà, c'est l'heure des questions. Avant les questions, on va clôturer la visioconférence et puis on reviendra tout de suite après pour les questions. J'en profite pour boire un petit peu. Voilà, fais une petite pause. Alors, je vais prendre le contrôle. Donc voilà, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le bouton bleu « Cliquez ici ». N'hésitez pas à le remplir, c'est important pour nous pour faire un retour à nos financeurs. Et puis, vous avez un petit onglet, un petit encart de champ libre où vous pouvez nous proposer des thématiques de visioconférence qui vous intéresseraient. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous présente le dernier projet de Gwendoline. C'est un livre audio qui s'écoute par plusieurs chapitres. Donc, il est écrit en collaboration avec Isabelle Palassin. Ça s'appelle « Ça déménage chez les seniors ». On parle de toutes les thématiques de déménagement pour les seniors. Donc, il est disponible sur le site movadom.com/livre. On se retrouve mardi prochain à 10h30 pour la prochaine visio du rangement des placards, dont on a un petit peu parlé aujourd'hui, qui est intéressant. Encore merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne, avec le concours de la CNSA. Vous pouvez vous inscrire et donner le lien à vos amis et votre famille sur movadom.eventbrite.com et vous pouvez poser vos questions ou demander des informations à contact@movadom.com. Je vous remets le questionnaire de satisfaction. Je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve dans quelques instants pour vos questions.